Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les joutes verbales francophones se poursuivent étape par étape et nous entamons ainsi celle des duels. Je suis Miss Yawa et je me substituerai à cette fin au rôle de présidente de l'Assemblée pour vous guider. L'Assemblée est saisie ce jour du projet de loi intitulé « Loi portant promotion du vivre ensemble par l'action publique et les obligations citoyennes ». Cette loi propose que l'État définisse et encadre des obligations de mixité sociale, de dialogue intercommunautaire et de respect des différences dans les institutions publiques, les médias et l'espace public. Pour défendre ce projet, le représentant de la majorité, Vincent Gaffon Akovi Ulrich, et pour s'y opposer, la voix de l'opposition, Abalo Hubert. Chaque orateur interviendra à tour de rôle sans interruption. Le débat se veut démocratique, courtois et citoyen. L'Assemblée est ouverte. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables parlementaires, en ce haut lieu d'expression républicaine, notre gouvernement vient avec une vision inébranlée. Le vivre ensemble peut se décréter. Si à première vue, cela peut paraître provocateur, cela n'est en réalité qu'une affirmation de notre responsabilité. Car dans nos États, où la paix ne s'est jamais limitée à l'absence de guerre, et où le moindre instinct humain peut constituer un frein à la cohésion, aspirer au vivre ensemble ne peut plus se réduire à espérer le vivre ensemble. Il faut le décréter. Et pour rappel, le schéma du vivre ensemble, il est simple. Des individus ou des communautés qui, malgré leurs différences, cohabitent en harmonie. Le verbe décréter, du latin decretum, veut tout simplement dire décider avec autorité. Vous l'avez sûrement compris. Dans nos États, la cohabitation en harmonie n'a jamais été le fruit de hasard, mais plutôt de décisions et de stratégies politiques bien assumées. Et les institutions sont pléthoriques. Voilà pourquoi nous, gouvernements, portons en ce jour le projet de loi cadre pour la promotion du vivre ensemble par les actions citoyennes et par les obligations. Oui, ce projet aura pour but essentiellement de renforcer le dialogue à travers l'espace. Formation de nos générations à travers un engagement et de la solidarité, l'institution d'une culture de l'unité nationale. Et parce que l'histoire l'a démontré, et parce que nos réalités le réclament, c'est ainsi que nous mènerons nos efforts pour l'émergence du véritable État-nation. Je vous remercie. Le soleil du mercredi 6 avril 1994 se levait sur un drame sans précédent. L'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana est abattu près de Kigali. C'est le début d'une réelle catastrophe humaine. 100 jours sombres. Environ 800 000 personnes tuées. 250 000 femmes violées, dont 2 tiers d'elles atteintes du VIH-Sida, selon le musée de l'Holocauste de Montréal. Le 17 juillet de la même année, le FPR dirigé par Paul Kagame met officiellement fin au génocide. Place à la mission la plus compliquée, pas le beau temps après la pluie, loin de là. Il faut réunir un peuple brisé, détruit, installer le vivre ensemble dans l'intérêt de tous.
des politiques seront mises en place. Les tribunaux Gassassa, les programmes de réconciliation, mais jamais un décret, parce que le vivre ensemble ne se décrète pas. Il n'a aucun pouvoir ainsi. Il se discute avec les concernés, et c'est le début même du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, le vivre ensemble que l'UNESCO définit comme l'acceptation de nos différences, le respect et le fait de bâtir des liens de solidarité autour des valeurs partagées comme la justice, la paix et la dignité ne peut aucunement se décréter. Décréter qui, étymologiquement, comme le ministre venait de le dire, fait allusion à un ordre, une décision. Tout simplement, on ne peut forcer le peuple à vivre ensemble, on ne peut imposer le vivre ensemble au peuple. Aujourd'hui, je vous démontrerai dans les prochaines minutes que dans un premier temps, le vivre ensemble, loin d'être décrété, peut être légiféré, voté par le peuple à la voix des représentants à l'Assemblée nationale. Dans un deuxième temps, le vivre ensemble n'est pas un processus, n'est pas un ordre, c'est un processus. Tant qu'on ne contraint pas le peuple à manger, à payer les factures, on ne peut le contraindre à vivre ensemble. Le vivre ensemble vient de la volonté du peuple. Ça sera argument contre argument. Et vous allez arbitrer. Je vous remercie. Monsieur le chef de file de l'opposition, je vous en prie, ne faisons pas d'interprétation là tous insu. Dans aucun lexique, décréter n'est réellement synonyme d'imposer. Décréter, c'est décider d'organiser. Et dans notre contexte, comme vous l'avez dit, la volonté collective. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne va pas refaire ici la théorie du contrat social. Mais il faut comprendre que le peuple souverain, en se mettant entre les mains de l'État, attend de lui qu'il ne le laisse pas sombrer dans le chaos, mais qu'il le délivre de tout ce qui pourrait mettre à mal la cohésion. Et l'histoire est éloquente dans ce sens. Vous avez parlé du Rwanda. Nous allons parler du Rwanda. Le Rwanda, rappelez-vous, lorsque le génocide a eu lieu, au lendemain du génocide, si aujourd'hui le Rwanda est devenu un modèle de réconciliation, ce n'est pas par miracle. C'est parce que l'État y a décrété le vivre ensemble. Oui, au lendemain, en 2001, l'État a décrété la réconciliation en mettant en place les juridictions Gakaka. C'est un décret qui a mis en place ces juridictions. Et ces juridictions ont permis de rendre près de 1 million de décisions qui ont permis de rendre certaines justices et poser les bases à une société beaucoup plus apaisée. Le vivre ensemble y a été décrété. Si vous voulez, nous allons dans un pays voisin, la Zambie, en 1969. Lorsque la Zambie nationalisait les mines de cuivre, ce n'était pas juste un acte économique, c'est surtout pour mettre en place l'unité nationale. Et aujourd'hui, les Zambiens sont fiers d'être le second producteur de cuivre avec des entreprises locales. Et pourquoi pas chez nous? C'est la question que je vous pose. Si des structures locales ont permis au Rwanda, par exemple, de régler des litiges en lien avec les traditions et la coutume, chez nous également, cela peut permettre de régler le foncier qui aujourd'hui occupe 15% du contentieux. Voilà pourquoi nous sommes là avec cette loi. Poser un cadre, poser un contexte afin que de telles initiatives puissent être émanées. Communiqué de décret portant sur le vivre ensemble. Le président de la République, après Conseil des ministres, décrète. Article 1. Tout le monde doit se saluer dans la rue. Article 2. Il faut partager le Wi-Fi avec tout le quartier. Article 3. Il faut sourire à son voisin qui balaie le devant de sa maison chaque matin. Article 4. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République. Fait le 2 août 2025. N'avez-vous pas rigolé? Je demande au ministre si nous sommes au Parlement du riz. Un décret, cher parlementaire, c'est une décision de l'exécutif imposée au peuple, mais qui n'est pas tout le temps dans l'intérêt de ces derniers. Et le vivre ensemble qui relève de l'intérêt, de la volonté et de l'engagement du peuple ne peut lui être imposé. Ça ne sera que le début de la fin du vivre ensemble lui-même. Il doit venir de la volonté la plus profonde du peuple de faire un. Au pire des cas, le vivre ensemble peut être légiféré, voté par les députés à l'Assemblée nationale. Ça sera un minimum pour la souveraineté du peuple, car oui, je suis d'accord avec vous, le peuple est souverain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme le dira Thomas Sankara il y a un temps donné, il n'y a de loi plus juste que celle qui vient du peuple. Mais là encore, n'avons-nous pas connu de ces lois qui ont été votées mais qui n'ont pas eu d'impact sur la société? Je vous emmène en France en 2021 où on a voté la loi
de la conformité et du respect des principes de la République. Selon l'article du 26 novembre 2022 de Vigie de la laïcité, cette loi a entraîné des dissolutions abusives d'associations et des témoignages de stigmatisation contre les musulmans. Alors non, le vivre ensemble ne peut se décréter. On ne peut tout simplement pas forcer le peuple à vivre en harmonie. Limite, il peut se légiférer par des lois à l'Assemblée nationale, mais là encore, sans aucun résultat palpable. Le plus important, c'est que le peuple doit savoir que le vivre ensemble vient de lui-même, de sa volonté, et ça doit être la priorité de ce gouvernement. Je vous remercie. Mais c'est dommage que vous contredisiez à chaque phrase. Le Parlement qui doit légiférer, mais le Parlement qui prévoit que l'exécutif doit décréter. Mais où est-ce que vous nous amenez? Nous venons parce que nous sommes fiers de la richesse que nous avons dans ce pays. Nous sommes fiers de toutes ces ethnies, de toute cette langue. Et depuis notre prise de fonction, nous avons été très attentifs à tout ce qui pourrait fragiliser le vivre ensemble dans notre État. Et notre constat s'est arrêté sur deux situations que j'aimerais vous présenter. Le premier, il est sociopolitique. Aujourd'hui, on semble encore constater que notre héritage politique a laissé des traces dans nos sociétés. Nous entendons encore dire peut-être que des gens du Nord votent pour tel parti parce qu'ils sont du Nord, des gens du Sud pour tel parti parce qu'ils sont du Sud. Ce sont des discours qui nécrosent le tissu social. Et nous avons le choix, lorsque nous faisons ce constat, d'espérer que les choses aillent mieux ou dès maintenant de pouvoir décréter. Décréter un cas strict, par exemple sur les médias, par la régulation. Cela peut se faire. Décréter des programmes éducatifs qui, à long terme, permettront à ce que ces discours puissent s'estomper. Le second constat, il est socio-économique. Lorsque la Banque mondiale nous dit que 58,8% de pauvreté se trouve dans les zones rurales contre 26% dans les zones urbaines, mais on constate clairement une sorte de disparité. Des disparités dans le développement de notre région. Nous avons encore le choix. Soit nous pouvons observer, ou soit nous pouvons décréter une certaine équité dans les plans de développement que nous préparons pour développer le pays. Il suffit juste d'avoir la vision. Et ce pourquoi nous sommes là, c'est justement pour instituer ce cadre encore une fois. Ne faisons pas l'amalgame entre décréter et imposer. Décréter, c'est organiser la volonté collective. Monsieur le ministre, ces inégalités viennent de qui? De moi ou de vous? Et je vous rappelle qu'il y a une différence entre légiférer et décréter. Allez chercher, je vous prie. Mesdames et messieurs, la vérité, c'est que le vivre ensemble est un processus, pas un ordre venant d'en haut. Surtout lorsque ceux qui sont suspendus en haut ne connaissent, ne maîtrisent pas les réalités de ceux qui sont au moyen ou au bas de l'échelle. Le vivre ensemble se construit petit à petit et avec le temps. C'est dans cette optique qu'Albert Jacquard disait que le vivre ensemble, ce n'est pas seulement coexister, mais c'est coopérer. Et aujourd'hui, c'est ainsi que l'Afrique écrira sa propre histoire, qui au nord et au sud du Sahara sera une histoire de gloire et de dignité, comme le dira Patrice Emery Lumumba. Voyez-vous, la réconciliation, comme je l'ai dit, l'unité nationale, la cohésion et le vivre ensemble après le génocide au Rwanda ne s'est pas fait par décret, je vous le redis encore, mais par la volonté suprême du peuple, manifestée par les autorités et appuyée par le peuple rwandais. S'ils ne voulaient pas faire la paix, ils n'auraient pas fait la paix. Quelles que soient les lois, quels que soient les décrets, ils ne l'auraient pas fait. Ça vient de la volonté du peuple qui est souverain. Même chose pour la guerre civile au Liban ou encore à la Bosnie-Herzégovine. Alors si, monsieur le ministre, vous pensez sincèrement que les décrets peuvent établir le vivre ensemble, eh bien, allez le dire à Gaza, où on dénombre aujourd'hui plus de 111 morts de la faim dans ce pays détruit par la guerre. Allez le dire à ces milliers de Congolais tués et ces femmes violées, ces déplacés au Nord Kivu. Allez le dire à ces familles détruites par l'irresponsabilité d'un père et l'abandon d'une mère. Allez le dire à ces enfants d'un même sang, séparés par une affaire de terrain, comme vous venez de le dire. Allez le dire. Et si ça répare tout ça, venez me le dire. Et si ça marche, si un décret réconcilie toutes ces personnes, apporte le vivre ensemble, je vous assure que je laisse la politique et je me lance dans la menuiserie. Merci.
Vous savez, monsieur le chef de file de l'opposition, on vous reconnaît bien cette carrière de comique. Je vous conseille plutôt de devenir humoriste parce que nous sommes dans un parlement. Il y a des enjeux. Ici, il n'est pas question de créer la paix utopique, chimérique que vous voulez. Ici, nous parlons de possibilités. Possibilités parce que l'État doit vouloir. Ce qui se passe, c'est que si l'État ne veut pas et que le peuple veut, il peut y avoir pression. Et le vivre ensemble se crée uniquement lorsque l'État veut et le peuple ne peut que vouloir. C'est une équation que nous mettons en place. Et il est très important, je vous en prie, de comprendre que la volonté politique est essentielle dans le processus du vivre ensemble. Parce que vous semblez nier obstinément notre responsabilité. Si nous étions irresponsables, nous serions contraints de vous avoir pour contradicteur. Pourtant, aucune paix n'a été construite sans volonté politique. Par exemple, si à Gaza, les choses doivent changer, arrivé un moment, il faut que ça vienne d'en haut. Même si le peuple se lève, en haut va changer. C'est toute une équation qui se met en place. Aujourd'hui, il est important de comprendre que, contrairement à ce que vous présentez, c'est précisément dans l'absence de règles, de cadres, de décrets que les pires inepties se posent. Lorsque nous parlons, par exemple, des différences, lorsqu'il n'y a pas de cadre, on tombe dans le racisme, on tombe dans la discrimination, on est tombé dans l'apartheid, la ségrégation. Et c'est seulement à partir du moment où des voix se sont levées qu'aujourd'hui, on considère ces mots comme socialement et juridiquement inacceptables. Voilà ce que le décret fait. Le décret, la décision, la volonté politique permet de créer un cadre favorable psychologiquement à ce que les choses puissent changer. Monsieur le chef de file de l'opposition, ici, il est important que nous comprenions la possibilité des choses. Ayons la vision pour notre pays. Dans notre pays, nous n'avons pas de guerre, effectivement, mais nous pouvons changer les choses parce que la cohésion, elle doit être maintenue, entretenue. La vision, monsieur le ministre, c'est vous qui ne l'avez pas. Je suis d'accord qu'on parle de volonté politique, oui, mais d'abord, il y a la volonté citoyenne qui prime. La volonté politique suit la volonté citoyenne. Et c'est là que je ne comprends pas la raison pour laquelle vous voulez regretter le vivre ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez me dire de saluer le voisin le matin? Je ne suis pas obligé de le faire. Le peuple doit d'abord vouloir. C'est une volonté. C'est là où on parle de la souveraineté du peuple. La volonté d'abord. Lorsque j'ai lu l'objet de ce projet de loi, il tournait autour de 3 axes. Les obligations de mixité sociale, le dialogue intercommunautaire et le respect des différences. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour la volonté d'accompagner le vivre ensemble. Comme vous l'avez dit, nous sommes sur, c'est comme 6600 km², avec un pléthore de cultures, je le reconnais, mais qui cohabitent ensemble, il faut le reconnaître. Le dialogue, quant à lui, est déjà intercommunautaire. Il se fait bien sans l'intervention du peuple. De l'État. Pour preuve, il y a quelques semaines, nous étions au Nord pour célébrer leur culture. Le dialogue se fait bien déjà. Et que ce soit dans les institutions publiques, dans les médias ou sur l'espace public, les différences sont respectées. Est-ce que derrière vos vitres fumées de vos 4x4, vous voyez des citoyens qui se disputent parce qu'un est du Nord et l'autre du Sud? Je ne pense pas. Et même si l'intention est de vouloir construire le vivre ensemble, il ne peut se faire par décret. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Voyez-vous, il se fait naturellement. Et je vous rappelle, lorsque Jean Jaurès disait qu'il n'est pas que l'État n'unit pas un peuple, c'est le peuple qui choisit de rester uni. Alors, est-ce que nous sommes un pays malade de vivre ensemble? Non, nous sommes un modèle silencieux. Et alors que je finissais de lire l'objet de loi que vous nous avez envoyé et que Madame la Présidente a dit tout de suite, je me suis posé une question. Quelle est la finalité de ce projet de loi? Et je vous le demande, quelle est la finalité de ce projet de loi? Je vais vous le dire. C'est limiter, contrôler, restreindre les débats politiques sur les médias et l'espace public. Parce que oui, quand on veut faire taire le peuple, on commence par réglementer les mots. Mais rassurez-vous, ça ne passera pas. Merci. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de comprendre pourquoi ce peuple n'a pas eu confiance en cette opposition, mais plutôt en nous. Parce qu'il a compris qu'au-delà de ce qui va bien, il faut pouvoir chercher ce qui peut clocher et prévenir le mal dès le début. Qu'y a-t-il de mal à prévoir un cadre favorable à maintenir le vivre ensemble, à l'améliorer? Parce que la paix ne se limite pas à l'absence de guerre. Et parce que toute société prospère doit avoir pour but la volonté politique. En ce cénacle, nous rappelons que nous portons le projet de loi pour la promotion du vivre ensemble par l'action publique et par les obligations citoyennes. Pour précision,
comme vous l'avez demandé, les finalités. Ce projet vise à traduire nos idéaux en actions concrètes. Dans le premier axe de renforcement du dialogue et de la prévention locale, nous allons envisager, créer des conseils locaux de vivre ensemble dans chacune de nos 117 communes pour désamorcer ne serait-ce que les tensions qui peuvent émaner et favoriser une certaine cohésion et solidarité. Dans un deuxième axe, nous allons chercher à former une génération engagée et solidaire et nous allons mettre en place un service obligatoire civique pour les jeunes de 18 à 25 ans qui auront l'expérience de faire les associations, les ONG, afin d'apprendre certaines valeurs telles que l'esprit de citoyenneté, la solidarité et l'unité. Dans un troisième axe, nous allons instituer une culture de l'unité. L'unité nationale doit primer par une obligation de diversité dans les recrutements publics, par exemple, un quota de contenu éducatif sur le vivre ensemble. C'est tout un ensemble de domaines qui vont être relevés avec ce que nous proposons. Parce que ce projet de loi a pour but de construire le véritable État-nation, fier des diversités et résilient face aux défis. Je vous invite surtout à voter avec conscience parce que ce sont les premiers pas que nous posons pour la construction d'une véritable nation. De quelle confiance parlez-vous, monsieur le ministre? Voulez-vous que je vous rappelle les raisons pour lesquelles vous êtes là? Ou la manière dont vous êtes arrivé? Bon, laissons tomber. Il est aujourd'hui dommage de voir que le vivre ensemble est devenu la dernière trouvaille de ce système pour tétaniser le peuple et l'endormir. Lorsqu'il finit de le presser jusqu'à la dernière goutte, lorsqu'il finit de tenir le coup de tout et qu'on s'étouffe, lorsque les pourris se rendent compte que les poux ne peuvent plus se taire, le vivre ensemble devient le centre des attentions, une priorité, pas pour de vrai, mais pour manipuler. Au lieu, monsieur le ministre, de vouloir décréter le vivre ensemble par toutes ces mesures qui, j'avoue, de base, seraient de bonnes idées si elles étaient conjuguées autrement, je vous propose de conscientiser, de sensibiliser, d'encourager les citoyens à prôner les valeurs de paix, de justice et de cohésion. Le vivre ensemble doit passer par la volonté suprême du peuple de décider de faire un, quel que soit les coûts de la vie. Un père de famille ne peut imposer le vivre ensemble à sa famille, justement, mais ils le feront parce qu'ils sont appelés à vivre en harmonie. Et nous devons le faire parce que nous sommes appelés à vivre ensemble, à bâtir en commun. Car comme le dira Patrice Emery Lumumba, nous sommes unis par un même sort, une même souffrance, une même lutte, un même espoir. J'aimerais finir, mesdames et messieurs, en citant ici l'auteur Jean Lambert Lang. Dans un article d'opinion publié sur Actu Cameroun le 25 juin 2018, quand il disait, je cite, « Le vivre ensemble, écoutez-moi bien, monsieur le ministre, ne se décrète pas. Il est une somme des valeurs partagées. Il se construit sur et à travers des décisions fondées sur l'équité et la justice. Le vivre ensemble n'est point un slogan qu'on rabâche à longueur de journée sur les ondes de radio et de télé qui n'inspirent plus la confiance dans le traitement de l'information. Le vivre ensemble, c'est la mise en œuvre au profit des populations dont on se fout de savoir si elles sont pour ou contre le parti régnant, des politiques consensuelles qui mettent le bien-être de l'homme et de tout citoyen au cœur de toute chose. Bâtissons le commun. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Merci à vous pour ce duel vibrant. Vos mots ce soir ont dessiné deux visions du vivre ensemble, celle de la loi et celle du lien de la volonté. Qu'en ont pensé nos coachs? Nous allons leur donner la parole. Coach Mohamed. C'était un débat très intéressant. Si mes calculs sont bons, nous allons retrouver ces deux messieurs sur le même podium en finale et nous allons voir à quel point ils sont capables d'engager un débat l'un contre l'autre. Ça, c'était une sorte de prélude et c'était très beau à voir. On va commencer par Messant Gaffan. Pour la finale, je vous invite à porter des chaussettes. Je vous invite à fermer vos boutons. Ça, c'est sur l'apparence. Mais sur le fond, clairement, il y a un problème philosophique entre vous et votre adversaire, et je dirais même entre vous et moi. Vous avez eu à sortir plusieurs phrases où on a senti, si vous devez faire attention avec ça, on a senti que pour vous, l'État est une entité suprême et que l'individu, le citoyen, suit. D'où vient le pouvoir de l'État? D'où vient le pouvoir du gouvernant? Il vient du peuple.
Le peuple est, comme l'a dit plusieurs fois Hubert, souverain. Et là, vous avez sorti des phrases qui, moi, m'ont presque choqué. Vous avez dit à un moment, même si le peuple se lève, il faut que ça vienne d'en haut. Philosophiquement, nous avons une grosse différence. Si le peuple se lève, normalement, ça ira en haut et en haut va exécuter car le pouvoir émane du peuple. Vous voulez parler de révolution, on peut en parler. En Égypte, par exemple, la grande révolution du printemps en Égypte, la décision est venue du peuple. Et en haut, c'est tombé. Le vrai législateur, c'est le peuple, puisque le peuple choisit celui qui fait les lois. Et si le peuple lui retire ce mandat, l'État, etc., ils n'ont plus aucune force, aucune légitimité. Et venant d'un juriste, j'ai eu beaucoup de mal à croire que cette notion était la vôtre. Mais en tout cas, vous avez à un moment utilisé l'expression « l'actu sensu ». Faisons attention au latin. Moi, je ne parle pas latin. Donc, quand vous vous adressez au peuple, à nous autres, là, simples monsieur et madame, parlez-nous comment on va comprendre. L'actu sensu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me suis dit, est-ce qu'on parle de lactose, tout ça? Expliquez-nous de quoi vous parlez. Vous avez dit, l'État a décrété la réconciliation. Ça, ce n'est vraiment pas possible. Vous avez même commencé à expliquer comment l'État a décrété la réconciliation au Rwanda. Faites très attention. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Bref, on ne va pas aller trop loin, mais vous avez compris que j'ai pris un positionnement contre votre manière d'approcher la question, c'est sûr. Hubert, Albert Jacquard, c'est qui? Je ne sais pas qui c'est. Donc, lorsque vous citez quelqu'un, je vous prie d'un peu nous dire. Sankara, tout ça, on sait, mais Jacquard, il n'est pas connu à ce niveau. Donc, essayez, s'il vous plaît. Soit dit en passant, pour la finale, si vous voulez, je vous passe une cravate. Mais vous avez besoin d'une cravate pour la finale. Vous avez eu certaines erreurs, mais bon, je pense que Montréal, c'est Montréal, pas Montréal. Bon, c'est des petites choses. Abiyarimana, vous avez écorché son nom. Bon, ça peut se corriger. J'ai bien aimé votre retour sur Gaza. Effectivement, vous êtes revenu avec une série de pays où on n'arrive pas à décréter le vivre ensemble. Ça, c'était très bien fait. Vous aurez même pu citer le génocide arménien comme exemple supplémentaire, mais on voit qu'il y a de la profondeur dans votre recherche et vous avez dit on ne peut imposer le vivre ensemble au peuple. C'était agréable, c'était très bien fait. Merci. Merci beaucoup, coach Raïl. Bonsoir Hubert, bonsoir Edoui. En tout cas, comme l'a dit Maître Mohamed, vous nous avez offert un très beau débat. C'était très beau. Et au niveau d'Hubert, bon, je vais commencer par Edoui, comme tu es mon candidat. Donc, je vais commencer par Edoui. Donc, ce qui a bien marché, c'est vrai, vous étiez bien habillé, au-delà de ce que Maître Mohamed a dit par rapport à la chaussette. Maintenant, j'ai aimé, vous avez fait les répliques au fur et à mesure, contrairement à Hubert qui l'a fait, je pense, beaucoup plus globalement à l'avant-dernier passage. Mais au niveau de votre deuxième passage, j'ai senti beaucoup d'improvisation. Je ne sais pas si c'est une impression, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc, il y a eu beaucoup d'improvisation. J'ai ressenti vraiment vos arguments au niveau du troisième passage, alors que vous avez donné l'argument en termes de sociopolitique, en termes de socio-économique. C'est là réellement que je vous ai senti. Maintenant, au niveau des définitions, vous avez défini, décrété, vous avez donné la source. Mais au niveau du vivre ensemble, vous n'avez pas donné la source. Donc, je pense qu'il faudrait équilibrer pour les prochaines fois pour que ce soit, pour respecter la règle des parallélismes des forts. Maintenant, vous avez dit lors de l'argument, vous avez donné pas l'exemple, vous étiez en train de faire une réplique au niveau du Rwanda et vous dites, allons dans le pays voisin, la Zambie. J'ai même googlé pour voir si la Zambie était un pays voisin du Togo. Je sais que ce n'était pas le cas. Ou bien la Zambie était un pays voisin de l'Afrique et du Rwanda, ce qui n'était pas le cas non plus. Donc, c'était un lapsus sur lequel vous devez revenir. Maintenant, là où je vous attendais, c'est vrai que c'est assez difficile. Vous ne connaissez pas d'abord les arguments de l'opposition. Je n'ai pas senti de réplique réelle sur les arguments liés à la recherche qu'il a faite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Vanessa. Bonsoir, messieurs. C'était un très beau débat, j'ai aimé. Par contre, Edoué, j'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, votre énergie, elle n'était pas trop là. Vous avez l'habitude d'émettre une très belle énergie, une énergie assez forte, mais aujourd'hui, c'était un peu down.
Et à chaque fois qu'Hubert venait, ça remontait parce qu'il venait avec une énergie. Mais dès que vous reveniez, à un moment donné, j'ai cru que vous alliez vous reprendre. Et à votre dernière intervention, vous avez très bien commencé. Je me suis dit, OK, là, c'est bon, il est revenu. Et puis après, vous avez encore rechuté. Donc, faites très attention à ça. Mais sinon, félicitations. Félicitations, Hubert aussi. Très belle énergie, comme d'habitude, du début à la fin. J'ai beaucoup aimé les contre-attaques, si je peux les appeler ainsi. À chaque fois que vous êtes venu, vous avez contré ces arguments. Vous avez toujours trouvé quelque chose à dire avant de revenir à ce que vous aviez prévu et c'était tout simplement beau. Félicitations à vous deux. Merci beaucoup et on termine par coach Cyril. Merci aux deux candidats, vous avez été très bons. Pour moi, c'est très bien. Je pense que on peut vaincre un débat fondamentalement par l'énergie, sans dire grand-chose. D'accord? Et dans ce débat, si je devais dire qui a gagné, je dirais que c'est Hubert. Pas nécessairement parce qu'il était plus convaincant, plus pertinent, mais parce qu'il avait de l'énergie, il avait de la puissance de frappe. Et l'essentiel de ce qu'il disait, j'avoue que ça m'a pas convaincu. Étant réellement en politique, il dit, ou il sort même du cadre, il ne prend pas les éléments de la loi, du projet de loi, il dit est-ce qu'il faut se saluer, il tourne en dérision. Et c'est une très très belle technique, parce que là, ça lui permet de ne pas aborder le sujet. Or, le sujet, il est là, il est sérieux. Quand on fait croire que le peuple va se rassembler pour décréter lui-même ou s'organiser pour dire nous allons vivre ensemble, c'est de l'utopie. C'est l'État qui doit imposer. Et ça s'est fait partout. Partout. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France a organisé avec l'Allemagne des colonies de vacances pour les jeunes Allemands et les jeunes Français, où les gens avaient des parents, on leur créait de fait une parenté. Pourquoi? Parce que les peuples, le clivage était tellement prononcé qu'il fallait créer, il fallait décréter. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, cher coach. Et chers citoyens de la parole, le vivre ensemble ne se décrète peut-être pas, mais ce soir, il s'est débattu. Et à la fin, chaque réalité définira la meilleure option à choisir. À vous de voir. Les mots prononcés ont été empreints de conviction et de respect et ont supporté haut les valeurs du dialogue et de la citoyenneté. Merci à tous pour votre attention et pour votre accompagnement dans cette aventure de débat d'idées. On se retrouve pour le prochain duel. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'Assemblée est saisie ce jour du projet de loi intitulé « Loi reconnaissant le rôle central des femmes dans la consolidation du lien social et du vivre ensemble ». Ce projet encourage la participation prioritaire des femmes à la gouvernance communautaire locale et aux initiatives de cohésion sociale. Faut-il institutionnaliser ce rôle ou risquons-nous une forme d'essentialisme moderne? Face à face, Bédou Elvis, fervent défenseur du test, et Anani Oreta, opposé à cette généralisation. Le duel est ouvert. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. À une époque où le monde tange entre la fragmentation identitaire et l'érosion du lien social, il est nécessaire de repenser à cette idée, le commun. Pas comme un mot, mais une mémoire, une matrice, une espérance. Et si le commun est cette maison que les sociétés tentent depuis des générations de bâtir à nouveau, je le dis sans détour, la femme en est l'architecture, la bâtisseuse originelle, celle qui depuis la nuit des temps rassemble là où tout disperse, celle qui répare là où tout saigne. Fort de ce constat, la motion présente est proposée. Les femmes sont les meilleurs bâtisseurs du commun. L'expression bâtir le commun prend sa source dans la notion du bien commun, concept philosophique et social. Bâtir signifie construire, tandis que
Le commun traduit ce qui est partagé par un groupe, une communauté. Contextuellement, les femmes sont celles qui construisent le mieux ce qui unit et rassemble. Madame la Présidente, lorsqu'on célèbre la résolution des caméras qui filment cette plénière, on ne nie pas l'apport du cadreur et de l'équipe technique. De même, reconnaître la valeur à la femme ne réduit pas l'homme en rat de pâquerette. C'est rendre justice à une fondation, une architecture invisible mais fondatrice, celle du lien, celle de la continuité et de la transmission. C'est reconnaître qu'au-delà des murs, la femme a bâti la société, le commun, à travers les solidarités. Et de facto, elle est meilleure bâtisseur du commun. Pas parce qu'elle réclame un trône, pas parce qu'elle attend une attention, mais parce que l'histoire en témoigne. La politique le prouve, le droit le réclame, la nature le révèle, l'économie le confirme. Et c'est d'ailleurs ce que je tâcherai de mettre en exergue dans mes prochaines interventions. Et bien avant, mesdames et messieurs, bonsoir. J'arrive sur ce chantier du commun sans préjugé de genre. Parce que le ciment du commun ne se laisse pas mouler par un individu ayant un chromosome XX ou XY. Il ne reconnaît ni vernis à ongles, ni barbe de 3 jours. J'ai essayé de chercher le mode d'emploi de cette construction collective. Il n'est ni dans le cartable du mari de ma voisine, ni dans son propre sac à main. Il n'y a pas de formule genrée pour construire le bien commun. Seulement du courage, de la vision et de l'engagement. Madame la Présidente, honorable députée, bonjour. Les femmes seraient, dit-on, les meilleurs bâtisseurs du commun. Cette affirmation paraît élogieuse, mais en vrai, elle est piégée. En plaçant les femmes dans un rôle naturellement prédéfini, l'on remplace l'exclusion d'hier par une nouvelle assignation. Elle ne libère pas, elle enferme. Elle ne reconnaît pas les femmes comme étant libres, mais les conditionne et les instrumentalise au nom d'un stéréotype. Et même s'il peut sembler positif, un stéréotype reste un stéréotype. Il nie la diversité des histoires, des parcours, des caractères. Je ne suis pas là pour minimiser les femmes, mais pour refuser qu'on les enferme. Wangari Maathai, Ellen Johnson, elles sont celles qu'elles sont plutôt parce qu'elles ont été courageuses, ferventes et engagées. Ce n'est pas le genre qui bâtit le commun, ni la nature féminine, mais la volonté collective. Je suis fille de ce pays et je refuse qu'on conditionne mes potentiels à ce que je suis censée représenter. Monsieur Bédou, de quel droit parlez-nous? Les hommes naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Ce n'est pas parce que la femme a apporté longuement le lien social qu'elle doit être condamnée. Et je suis prêt à vous démontrer cela. Je vous remercie. La femme n'a jamais été condamnée, Madame Orita Anani. Je n'ai jamais dit cela. Mesdames et messieurs, si la mémoire collective a souvent confiné la femme à l'ombre de l'histoire, il est temps d'admettre que c'est de cette ombre qu'elle a façonné la lumière de vivre ensemble. Au Bénin, dans les récits du pouvoir royal, les Amazones du Dahomey ne sont pas une exception folklorique. Ce sont des institutions. Ces propos de Patrice Talon inscrits sur la statue de l'Amazone en 2022 le confirment. Symbole de notre amour, de notre engagement pour le pays, nos Amazones ont su, par leur bravoure autant que les hommes, défendre la patrie. Telles nos Amazones, la femme béninoise est notre fierté. De Tassi Hongbe, reine du Dahomey, à la reine Pokou dans la pérennité du peuple baoulé, à Taïtou Betoul, stratège éthiopienne, elles n'ont pas gouverné pour dominer, elles ont gouverné pour préserver. Aussi, mesdames et messieurs, on ne bâtit pas une société avec des murs, mais avec des valeurs. Ces valeurs ne s'apprennent pas dans les constitutions, mais dans les cœurs de ceux qui les transmettent. Les femmes ne transmettent pas seulement la vie, elles transmettent ce qui rend la vie vivable et commune. Voilà pourquoi on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. La femme est cette première pédagogue qui, sans craie ni uniforme, transmet à l'enfant ce que la société attend d'un être humain digne de ce nom. La femme transmet le sens du partage, ce geste simple d'apprendre à offrir
Une part de son pain, de son jouet, devient à long terme la fondation de la solidarité. Elle éveille la parole comme un outil, pas de domination, mais de lien. Les contes qu'elle raconte, les proverbes qu'elle glisse, les chants qu'elle fredonne sont les premiers tests sacrés du vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que Camara Lai bâtit magnifiquement dans Ah, ma mère. Vous l'avez oublié? Monsieur Bidou, je ne suis pas contre les femmes. Toutes ces valeurs que vous avez citées sont conditionnées. Elles ne sont pas biologiques. La preuve, dans nos cultures, on apprend à nos petites filles d'être douces, calmes et ambitieuses, et aux hommes d'être rigoureux, durs et de diriger. Vous voyez que vous avez parlé de transmission. Oui, ces valeurs se transmettent. Et si les femmes en sont les piliers, d'accord, elles sont des actrices de la construction du commun et non les meilleures. Madame la Présidente, dire que les femmes sont les meilleurs bâtisseurs du commun, c'est un piège. Un piège aux allures flatteuses. C'est comme offrir des chaînes, belles, mais toujours des chaînes. Primo, un stéréotype positif reste un stéréotype quand même. Il réduit les femmes à des qualités attendues, la douceur, la bienveillance, la coopération. Mais que devient celle qui refuse ce rôle? Celle qui ne veut pas être maternante, apaisante et médiatrice. On la juge égoïste, déviante, voire inadaptée. C'est une pression invisible, une pression sociale qui dit « sois douce, fédère, bâtis du lien ». Et dans le même mouvement, on enferme l'homme dans l'opposition. Sois dur, conquis, dirige. Ce n'est plus du progrès, c'est du recyclage. Secondo, le comment ne se construit pas par nature, mais par structure. Il ne pousse pas dans les chromosomes, il germe dans les conditions sociales. Ce ne sont ni les ovaires ni les barbes qui bâtissent une société juste, mais l'éducation, l'accès aux ressources, la répartition du pouvoir. En 2022, selon l'UNESCO, plus de 60% des femmes dans le monde étaient écartées des espaces de décision. Et ce n'est pas parce qu'elles manquaient de fibres sociales, mais de leviers institutionnels. C'est ce que nous devons renforcer, c'est ce que nous devons encourager et non les désigner meilleurs. Je vous remercie. À vouloir siroter le syndrome de l'imposteur, vous avez fini imposteur. Mesdames et messieurs, la politique, ce n'est pas seulement gouverner par décret, c'est aussi tenir ensemble ce qui menace de rompre ce lien. Ce génie, c'est chez les femmes qu'on le trouve. À peine arrivée à la tête du Libéria en 2026, Ellen Johnson Sirleaf sait qu'elle a du pain sur la planche face à un pays qui est divisé par la guerre civile. Sa politique basée sur la réconciliation et la réconciliation du patrimoine national lui confère le prix Nobel de la paix en 2011. À la tête de l'Allemagne de 2005 à 2021, Angela Merkel a dirigé avec efficacité. Lors de la crise migratoire de 2015, Merkel prend une décision courageuse, ouvrir l'Allemagne à plus d'1 million de réfugiés, principalement syriens. Malgré les critiques, elle maintient sa position. Accueillir est un devoir humaniste et un défi collectif. Son rôle dans la construction ne se limite pas à la politique au sens strict. Il s'enracine dans sa capacité à consolider la cohésion sociale, à fédérer dans la complexité et à donner un sens collectif aux défis contemporains. Revenons à nos contextes africains. Qui donc a soutenu nos chefs d'État dans les siècles d'indépendance? C'est les femmes dans les marchés de Koumassi. C'est les Nana Benz qui sont proches de chez vous, Madame Oreta Anani. Vous avez oublié? Ce sont les femmes qui bâtissent le commun, mesdames et messieurs. Dans les sociétés humaines, c'est le droit qui est l'ossature invisible de vivre ensemble, le langage qui transforme la forme brute en justice et le chaos en paix véritable. Ayez l'aimabilité et l'ouverture d'esprit pour dire à ce public que c'est la femme qui incarne le visage de la justice. Ou Thémis ne vous rappelle plus rien dans votre culture, venez leur dire la vérité. Monsieur Bédou, je n'oublie rien. Le genre de toutes ces femmes que vous avez citées ne leur a pas permis d'être exemplaires.
Elles ont cultivé leurs valeurs, des valeurs qui ne sont pas contenues dans l'ADN, si vous ne le savez pas. Vous avez parlé d'Hélène Johnson, d'accord. Vous avez parlé d'Angela Merkel. Et moi, je vais opposer Angela Merkel à la dame de fer, celle qui est briseuse de consensus. Et si vous n'êtes pas prêt, patientez, je vais venir. Très cher contradicteur, il faut oser dire que votre motion, M. Bédou, cache derrière ses intentions. Primo, en proposant une participation prioritaire des femmes, elle crée une hiérarchie des genres. Elle veut corriger l'exclusion par une nouvelle forme d'exclusion. Instaurer une priorité fondée sur le genre, ce n'est pas réparer une injustice, c'est en fabriquer une autre. Rappelez-vous, le mérite, l'engagement et la compétence doivent primer. Sinon, que devra-t-on dire demain? Que les hommes doivent patienter parce que leur chromosome est moins utile au commun? Une étude de la Banque mondiale en 2022 démontrait que les meilleures politiques d'inclusion sont celles basées sur la mixité et la compétence, pas sur la hiérarchisation genrée. Une politique juste n'est pas celle qui choisit un camp, mais celle qui garantit l'accès à tous. Secondo, cette vision du commun comme étant un espace apaisé, géré naturellement par les femmes, est une utopie dangereuse. Le commun, ce n'est pas une ronde d'enfants, c'est un camp d'arbitrage, de tensions et de décisions difficiles. Et croire que les femmes sont naturellement meilleures pour gérer cela, c'est réactiver l'ancien rôle de gardienne de la paix sociale et de stabilisatrice émotionnelle. Ce n'est pas un compliment, c'est une injonction déguisée. Vous avez parlé d'Angela Merkel, Hélène Johnson, tout ont contribué au commun, non parce qu'elles étaient femmes, mais parce qu'elles étaient déterminées, courageuses, des valeurs qu'elles ont cultivées. Je vous remercie. Député Oreta Anani, pourquoi vous ne retenez que les mauvais côtés des gens? Vous avez parlé de la dame des fers. Si vous voulez faire référence à Margaret Thatcher, je vous rappelle qu'elle est arrivée à la tête d'un pays, de l'Angleterre, quand toute l'économie basculait dans le chaos et elle a réussi à redresser l'économie de cet État. Ne parlez pas seulement que des choses qui sont néfastes pour cette société. C'est toxique. Vous savez, dans l'économie, les femmes constituent 70% de l'économie informelle en Afrique. Partout où vous irez, c'est elles qui contribuent et financent l'économie des sociétés à travers les microfinances, à travers les banques. C'est elles qui, au quotidien, font le nécessaire pour permettre à l'économie de toute société de respirer. Vous êtes catholique, n'est-ce pas? Marie, la Vierge Marie, est une figure de vivre ensemble, un symbole de commun pluriel, respecté et fédérateur. Elle incarne une figure universelle de médiation, de solidarité, de sacrifice, de maternité, nourricière et d'espérance collective. Peut-être que vous n'utilisez pas le CFA, mais si vous prenez la pièce de 25 francs, la femme de la pièce de 25 francs, Maria Dico, elle ne figure pas là par décoration. Elle est une preuve manifeste, silencieuse, une reconnaissance, peut-être discrète, mais symbolique, puissante, de la place centrale de la femme dans la construction du commun. Si bâtir le commun, c'est construire un avenir vivable pour tous, alors la femme est la pierre angulaire. C'est justement à propos de cette détermination que nous parlons. Vous voyez, mon peuple périt par faute d'ignorance, mais vous périssez à cause de l'interprétation plutôt que de vouloir prôner la compréhension. Madame Oreta Anani, si nous vous avons invité à ce débat, c'est justement pour contribuer à bâtir le commun et inspirer d'autres générations de femmes. Si les femmes africaines contribuent économiquement, pourquoi alors mettre de côté plusieurs de leurs initiatives? Pourquoi récupérer ces initiatives en question par moment sans crédit? Pourquoi a-t-il fallu des décennies pour que des dames historiques comme Gisèle Halimi, Aminata Traoré soient reconnues pour leurs actions? Vous avez parlé en atome de la dame de fer. Je vais vous demander de continuer par prendre note. Je vais vous faire l'histoire, même si je n'ai pas le temps. Si les femmes étaient naturellement meilleures pour bâtir le commun, pourquoi Nana Asmoa, chef politique et éducatrice du Nigeria, a-t-elle été effacée de l'histoire? Pourquoi Wangari Maathai, prix Nobel de la paix et qui a reboisé le Kenya avec toute sa communauté, a-t-elle été menacée, battue
et arrêtez. Très cher très cher plutôt, hein, très cher compatriotes, c'est parce que le genre ne bâtit pas le commun. C'est la vision, je le réitère, le courage et l'engagement. Et attention, dire que les femmes sont les meilleurs bâtisseurs du commun, c'est oublier qu'elles sont capables, si elles décident, de détruire. Et là, je vous parlerai de la Dame de Fer. Vous connaissez la crise, la grève, l'une des plus inoubliables de l'histoire, celle de 1984, parce que cette dame-là, qui est briseuse de consensus, a broyé les syndicats. Elle a réduit les allocations sociales. Allez faire les recherches. Je vous parlerai d'Imelda Marcos de la Philippine. Elle a pillé les caisses de son pays pour l'achat de milliers de paires de chaussures. Je vous parlerai tout juste à côté de l'ancienne ministre rwandaise, Pauline Nyirashamaku, celle qui fut la première femme à être condamnée au monde pour génocide. Et après tout ceci, vous venez nous dire que les femmes sont les meilleures. Mais c'est vous qui oubliez, monsieur. Je vous remercie. Vous qui n'avez pas le temps pour faire les recherches sur l'histoire, vous me demandez à moi d'aller faire les recherches à votre place. Faites vos devoirs, s'il vous plaît, madame. Mesdames et messieurs, dire que les femmes sont les meilleures bâtisseuses du commun, ce n'est ni un slogan creux, ni une déclaration de guerre aux hommes. Depuis le début de ces débats, on a tenté de vous faire croire que c'était un débat genré. Reconnaissez que dans tout domaine, il y a toujours quelqu'un de meilleur que nous. Et dans précisément le domaine du bâtir le commun, la femme excelle. Vous nous sortez des noms de personnalités qui, de par leur côté néfaste, n'ont pas pu assurer ce rôle. Mais, vous savez, c'est pour cette raison qu'il y a le yin et le yang. Tout le monde ne peut pas être parfait. Ne voyez pas seulement le côté néfaste des autres. À vous atteler aux exemples de Margaret Thatcher, vous oubliez le bien qu'elle fait. À vous entendre, on a l'impression que c'est moi le misogyne et puis c'est vous l'ambassadrice de tout. Vous savez, mesdames et messieurs, nous allons bâtir le commun, assurer et encourager les femmes à contribuer au commun, à construire une nation solide. Mais pour cela, nous devons déjà les encourager en valorisant l'éducation des filles dès le plus jeune âge, en donnant aux femmes des espaces de décision aux politiques dans le droit et dans l'économie, à promouvoir leur leadership. Il n'est aucunement question d'un débat genré. Et c'est ce que je réitère depuis le début de cette discussion. Vous savez, si nous vous avons choisi, à l'instar du député Kwame Rachid et d'Abla Elikem, c'est justement parce que nous estimons que vous porterez haut le flambeau des femmes dans cette nation. Alors, soyez l'exemple à suivre et non le dégât. Ça y est, nous y sommes. Dernier moment pour établir une vérité. Non, les femmes ne sont pas les meilleurs bâtisseurs du commun. Cette motion enferme, elle fige, elle distribue des rôles au lieu de libérer des personnes. Madame la Présidente, je parle ici au nom de toutes celles à qui l'on dit « tu dois porter le lien social » et de tous ceux à qui l'on n'apprend jamais à prendre soin du collectif. Je parle au nom de l'égalité, de l'équité et non de l'illusion. Au lieu de glorifier un genre, je vous propose de garantir la justice durable. Je vous soumets la loi pour l'engagement partagé dans la construction du commun. Elle prévoit une éducation partagée à la citoyenneté dès le secondaire, le renforcement de la valorisation des femmes dans les instances de décision, pas seulement dans les fonctions sociales. Une incitation fiscale pour les entreprises qui promeuvent l'engagement mixte. La reconnaissance légale du bénévolat communautaire avec des points valorisables dans les concours administratifs. Et surtout, la parité obligatoire dans les comités de quartier et dans les projets financés par l'État. Voici une loi qui ne désigne pas des héros ni des héroïnes, mais qui rend tout le monde juste. Et moi, je ne souhaiterais pas être définie par une qualité ou bien des qualités supposées, mais en fonction de mes actes. Quant à mon casque,
Je ne l'ai pas porté pour l'image ni pour la forme. Je vais le déposer très bientôt pour qu'il ne soit plus un symbole, mais un outil. Apprendre par tous, pour tous, librement, afin que nous puissions construire consciemment surtout le commun. Et quant à vous, Monsieur Bédou, je suis prête à aller au poste de ministre, vu que vous n'arrivez pas à jouer votre rôle. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Femme, pilier ou figure parmi tant d'autres, le duel a été vraiment pertinent. Quant à moi, je suis sûre que je resterai toujours une grande défenseur de tous et de toutes. Madame, c'est là. Cher coach, qu'en avez-vous pensé? Merci. Je pense que c'était un débat très difficile. D'abord parce que un homme qui va défendre les femmes et une femme qui refuse qu'on les défende, ça a intégré de la difficulté dans le débat. Il y avait un certain nombre d'arguments que Elvis aurait pu exploiter, notamment par rapport à la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui impose une politique qui s'appelle la discrimination positive, c'est-à-dire des mesures qui sont transitoires, mais qui permettent de rééquilibrer et qui sont une forme de justice et d'éthique. Donc, ça montre que ce n'est pas une question de volonté comme ça individuelle, mais c'est vraiment le concert des nations qui a vu qu'il y avait des déséquilibres qui n'a pas utilisé. Même quand on prend la Charte africaine sur les droits de la femme, c'est des arguments, ces arguments sont contenus et qui sont là, qui sont puissants, à mon avis. Elvis, vous m'avez fait gaspiller d'énergie tout à l'heure parce qu'au moment de votre deuxième passage, j'ai fait un geste pour vous dire de faire preuve d'énergie. Vous me connaissez depuis assez longtemps, très longtemps même, pour savoir que j'aime choquer. Je vais vous faire une confidence, Elvis. Vous êtes à 2 doigts de l'élimination. Pourquoi? C'est comme l'exemple d'un jeune qui dit « Coach, je vais apprendre à faire la boxe ». Le coach est là, le coach dit « Je suis là, je suis à ta disposition ». Et entre le moment où vous lui parlez et le jour du combat, vous n'échangez pas avec lui une seule fois. Cette fois-ci, je ne vous ai pas écrit, je n'ai rien eu comme message de votre part, silence radio. Ça s'appelle, je vais choisir un beau mot, ça s'appelle faire preuve d'idiotie. Et quand quelqu'un fait ça, on le vire pour qu'il apprenne. Je l'ai fait la dernière fois en virant quelqu'un qui n'avait pas les bonnes manières, donc Elvis, vous êtes à 2 doigts de l'élimination. Il faut vraiment que les 2 autres fassent mal pour que je me souvienne encore de vous. Sinon, on va vous éliminer vite fait. Lorsque je vous choisis, j'ai une équipe avec 2 autres femmes. Je vous choisis pour ce débat sur les femmes. Vous pouvez comprendre que c'est parce que j'ai une stratégie derrière la tête. Au minimum, venez vous asseoir ou appelez-moi pour savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je planifie. 0. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'influence des femmes sur la gouvernance. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai travaillé sur le rôle des femmes dans la société. Et vous, de mon équipe, vous venez de l'apprendre ici. Parce que vous n'avez jamais eu l'intelligence de vous dire « Ah oui, allons parler à ce gars-là. » Oreta. Dans mon étude, dans mon mémoire, j'ai découvert que quand ça chauffe, quand ça va mal, on se tourne vers les femmes. Ça a été statistique, j'ai les données. Dans les conseils d'administration, etc., quand ça va mal, on se tourne vers la femme. Quand il y a des affaires de corruption, abus de pouvoir, c'est des hommes. Et quand on remet les choses en ordre, c'est les femmes. Et j'ai même constaté qu'au niveau de la Banque mondiale, du FMI, quand ça allait mal, quand les hommes ont fait n'importe quoi, on a pris les femmes. Banque mondiale, c'est le cas. Vous connaissez le cas de Christine Lagarde, au FMI, à la BCE, etc. Vous avez dit à un moment, ces valeurs sont conditionnées, elles ne sont pas biologiques. Cette phrase m'a un peu fait tiquer parce qu'il faut faire attention au mot biologique. Qu'est-ce que vous voulez dire par biologique? Parce qu'effectivement, sauf erreur de ma part, les femmes portent
la vie en elle pendant 9 mois, pas les hommes. Donc ça, là, c'était une phrase un peu bizarre, je n'ai pas compris. On a un candidat qui, à un moment, dit « Les femmes sont les meilleures bâtisseuses du commun ». Pourtant, c'est écrit ici « Les femmes sont les meilleurs bâtisseurs du commun ». S'il ne sait même pas dire quel est le titre ou le thème, forcément, il ne sait pas quel projet de loi qui va avec. Je parle de vous, Elvis. Là, vous êtes revenu un moment sur Gisèle Halimi, pourquoi on n'a pas reconnu Gisèle Halimi, etc. Je n'ai pas compris la stratégie. Vous êtes en train de dire, bon, aujourd'hui, on dit les femmes sont meilleures, et votre problème maintenant, c'est que dans le temps, on n'a pas dit ça. Il faut mieux nous expliquer qu'est-ce que vous essayez de faire. Probablement, vous êtes en train de dire c'est une stratégie de la part du gouvernement pour nous endormir, etc. Il fallait mieux étayer cela. Mais soit dit en passant, moi, en ce qui me concerne, Gisèle Halimi, elle est dans mon bureau, sa photo est dans mon bureau. Histoire vraie. Donc, moi, je n'ai pas eu besoin de vous en train de vous plaindre là pour reconnaître son rôle. Vous avez dit à un moment, Wangari Maathai, on ne l'a pas reconnu, etc. Elle a eu le prix Nobel. Le comité Nobel, il y a plus de femmes que d'hommes dedans. Elle a eu le prix Nobel. Donc, vous ne pouvez pas gaillardement nous dire qu'on n'a pas reconnu. Le comité Nobel a reconnu tout son travail. Vous avez, Elvis, parlé de Marie. Là, c'était la douceur, tout ça, là, c'était bancal. Mais en tout cas, en islam aussi, il y a des femmes. Il y a Khadija, Aïcha. Et ce n'est pas que des histoires de douceur, c'est des histoires de conviction. Il fallait mettre l'accent aussi dessus. Donc, effectivement, la mère monoparentale, la mère qui encadre l'avenir, tout ça, je ne l'ai pas entendu quelque part. Pourtant, si vous regardez culturellement dans nos sociétés, il y a beaucoup de cas de mères monoparentales qui se battent très fort pour construire l'avenir à travers leurs enfants. Ça, Elvis, vous connaissez peut-être, je n'ai rien entendu dessus. En tout cas, j'ai envie de choquer Elvis, on verra bien. Merci, cher coach, pour vos réflexions partagées. Ces deux duels riches en arguments et en émotions furent de véritables célébrations de la pluralité des idées. On vous donne rendez-vous dans la prochaine émission pour de nouvelles voix.